Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo de cette série de formations de trading pour débutants qu'on met en ligne gratuitement sur YouTube. On a déjà fait 3 épisodes. Donc on a introduit un petit peu ce qu'était le trading finalement, quels étaient les avantages, quelles étaient les limites du trading pour particuliers, puis comment s'y mettre. Donc ça, c'était dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on a parlé un petit peu justement de l'analyse. Comment analyser, comment trader finalement, qu'est-ce qu'on doit regarder, où on va prêter notre attention pour commencer tout simplement à trader sur les marchés financiers. Dans la troisième vidéo, on a parlé d'une notion d'analyse technique très importante. On a parlé principalement de la théorie de dos. Donc en gros, on a vu un petit peu comment les graphiques évoluaient. Et pour ça, on s'est penché sur la théorie de dos. Donc on a vu un petit peu les raisons qui faisaient bouger le prix et puis comment encadrer ces mouvements de prix grâce à une théorie qui est très connue. Donc on a parlé un petit peu de tout ça. C'était vraiment la première vidéo d'analyse technique de cette série de vidéos qui était vraiment très importante. Et puis dans cette vidéo, on va voir une autre notion fondamentale, mais vraiment fondamentale en analyse technique, c'est tout simplement les supports et résistances. Donc je pense que pas mal de personnes en ont déjà entendu parler, peut-être pas, et donc moi je vais reprendre tout simplement les bases, vous expliquer le mieux possible ce que sont les supports et les résistances. Bien évidemment, on en a parlé de nombreuses fois dans la chaîne, c'est vraiment une notion fondamentale, donc dès qu'on fait de l'analyse technique, dès qu'on fait une stratégie avec l'analyse technique, on va parler de niveaux clés. Les niveaux clés ou des niveaux de support et résistance. On va parler de ça parce que c'est tout simplement le b.a.-ba de l'évolution des graphiques. On ne peut pas trader, il n'y a quasiment aucun trader particulier qui utilise l'analyse technique et qui n'utilise pas les supports et résistances. C'est vraiment indissociable. L'analyse technique et les supports et résistances, les deux font la même, enfin les deux font partie de l'autre, quoi. Alors en fait, qu'est-ce que sont les supports et résistances ? Sur le prix, on va remarquer que, donc ça c'est ce qu'on appelle le prix, c'est tout simplement une cotation, c'est un prix de l'euro contre le dollar canadien, mais on pourrait mettre n'importe quel actif, parce qu'on va voir que cette notion-là, tout comme la théorie d'eau dans la dernière vidéo, ce sont des notions qui s'adaptent un petit peu à tous les actifs possibles. Dès qu'il y a une cotation, on peut appliquer la théorie d'eau, on peut appliquer les supports et résistances, que ce soit du forex, des crypto-monnaies, des indices, toutes ces notions, bien évidemment, sont de l'analyse technique et donc sont applicables à toute cotation. Pareil, elles sont applicables à toute unité de temps. La théorie d'eau, on peut l'appliquer en weekly comme on peut l'appliquer en 1 minute. Les supports et résistances peuvent être étudiés en 1 minute, en 5 minutes, en 4 heures, en weekly, en ce qu'on veut. Donc c'est vraiment des notions qui sont transversales aux classes d'actifs, aux unités de temps, à absolument tout finalement. Donc, les supports et résistances, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement des niveaux sur le prix. Ce sont des niveaux de prix que les acteurs sur le marché vont remarquer et vont y prêter une certaine attention, une certaine sensibilité. Imaginons qu'on a tout simplement un prix qui évolue, qui monte un petit peu, et on vient former un sommet. Donc ça, c'était, on va dire, la dernière semaine. Donc le lundi était là, on a commencé en bas, on a monté un petit peu, on a fait un sommet le mercredi, et puis ensuite on est redescendu un petit peu, et le vendredi, on a clôturé ici. Le week-end, sur le Forex, pas de cotation. Samedi, dimanche, il se passe rien. Le lundi, on réouvre et on évolue tout simplement tout doucement. Et on va revenir tranquillement sur ce niveau-là en fin de semaine. Et faut savoir que les marchés ont une mémoire et les opérateurs ont une mémoire. Les opérateurs sur le marché, on va dire les acteurs sur le marché, savent que la semaine dernière, on a fait un plus haut et ce plus haut, c'était à ce niveau-là. On a évolué, on a fait des impulsions, des corrections, des impulsions, des corrections, et on a atteint un niveau extrême. C'était le niveau le plus haut de la semaine précédente. Et ce niveau-là, on le voit tous sur le graphique. Tout le monde le voit, quasiment tous les acteurs, tous les traders voient ce niveau-là, et ça va impacter un petit peu la psychologie des acteurs sur le marché quand on va arriver aux abords de ce niveau-là. Et donc quand on va arriver vers ce niveau-là, tout le monde va le remarquer et il va y avoir, tout le monde va y prêter une certaine attention, tout le monde va remarquer ce niveau-là et donc on va tout simplement avoir une certaine sensibilité de la part des acteurs sur le marché. Et donc parfois on va avoir du mal à casser ces niveaux-là parce qu'on sait que c'était un niveau qui avait une attention particulière et donc on va parfois tout simplement, entre guillemets, rebondir sur ces niveaux. Et donc on va rebondir, on n'aura pas la force pour le casser parce que
quand on approche de ces niveaux-là, il y a beaucoup d'investisseurs qui vont devenir peut-être un peu plus frileux. Bref, il y a une certaine sensibilité globale sur le marché qui se fait ressentir. Et donc, parfois, on va rebondir. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir parfois retravailler ces niveaux-là plusieurs fois. Donc, quand on travaille un niveau à la hausse comme ça, donc ce niveau clé, c'est ce qu'on appelle une résistance. Donc en fait, la résistance, je pense que tout est dit dans le mot, hein, c'est un niveau qui fait résistance au prix, hein, donc le prix n'arrive pas à aller plus haut que ce niveau-là. Donc on a un niveau avec une certaine puissance, et donc parfois on arrivera à casser ces niveaux. Bien évidemment, ce n'est pas des niveaux qu'on ne va jamais casser, parfois on va casser ces niveaux-là, et quand on casse ces niveaux-là, on va libérer du flux très important parce qu'on a cassé enfin un niveau important, et ensuite on ira se diriger vers vers une prochaine résistance qui était peut-être un peu plus haut qu'on avait fait auparavant, et on aura une nouvelle sensibilité sur le marché à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'également ce niveau-là existe toujours. C'est pas parce qu'on l'a cassé qu'il n'existe plus. Et peut-être que quand on arrivera à ce niveau-là, le marché se souviendra qu'on avait eu du mal à le casser, et donc on va avoir du mal à le casser dans l'autre sens. Donc on va rebondir ici, on n'aura pas la force nécessaire pour le casser. Et peut-être que quand on va revenir, on aura encore du mal à casser ce niveau-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a un support. Donc résistance, c'est quand le prix n'arrive pas à le casser à la hausse, et support, c'est quand le prix n'arrive pas à le casser à la baisse. Alors c'est la même chose, hein. C'est pour ça que souvent on appelle des niveaux clés. En fait, c'est des niveaux qui sont clés sur le prix, hein, tout simplement. Je pense que les niveaux clés, ça parle de soi. C'est la même chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une inversion des rôles qui est possible. Une résistance peut devenir support. Et puis un support peut devenir résistance. Boum. Et là, on redevient résistance. Donc en fait, c'est des niveaux clés. On s'en fout si c'est support, résistance, c'est des niveaux clés. On peut les remarquer très rapidement sur le prix. Là, il y en a un sous les yeux, en fait. Il y en a un sous les yeux. Ici, il est clair. On est arrivé ici. On voit bien que là, c'est un niveau important. On voit que c'est un niveau qui... Enfin, c'est pas dur à le remarquer que c'est une zone extrême. Donc, quand on est ici, on voit que c'est une zone extrême. Et donc, quand on est approché de ce niveau-là, hein, vous voyez, les chandeliers se défilent ici. On est arrivé à ce niveau-là. On y est arrivé très vite. Hein, en très peu de chandeliers. Il y avait une grosse puissance haussière. Et le prix est venu buter sur ces niveaux-là. Il n'a pas réussi à le rompre. Il y a eu une sensibilité très importante à ce niveau-là. Tous les acteurs sur le marché l'ont vu. Et beaucoup sont devenus frileux. Peut-être qu'on est arrivé très rapidement. Donc il y a des gens qui ont commencé à prendre leurs bénéfices. Hein. Il y a peut-être des traders à court terme qui ont pris leurs bénéfices parce qu'ils savent qu'on approche d'une zone importante. Donc ils ont déjà gagné de l'argent. Ils savent que tout le monde ne va pas les suivre à pousser ce prix. Il y a des vendeurs également qui vont revenir à ce niveau-là parce que peut-être que les vendeurs ici, le prix montait très fortement, donc ils étaient un petit peu en retrait, mais les vendeurs vont peut-être revenir à ces niveaux-là parce qu'ils savent qu'il y a une zone qui pourrait les aider à vendre le marché, et donc le marché a réfuté ce niveau-là, encore une fois, et donc c'est ce qu'on appelle une résistance. Donc là on a une résistance, et peut-être qu'une prochaine fois on ira le travailler ici, on verra. On finit par les casser, mais c'est des zones qui ont du sens, qui ont une sensibilité sur le marché. Et si on regarde bien, ici, regardez, on le travaillait déjà à ce niveau-là. Si je vais en daily, en fait, c'est un niveau qui a une importance. Ici, vous voyez, là, c'est une résistance. Avant, c'est un support. Bref, c'est un niveau clé. Donc ça, c'est grosso modo la définition et un exemple de ce que sont les supports-résistances. Ce sont des niveaux de prix. Hein, c'est toujours un niveau de prix. Donc les supports-résistances sont horizontaux. Hein. Alors, il y a des... Oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, il y a des trendlines, il y a des lignes de tendance, donc des supports et résistances obliques, mais ça on oublie, non pas parce que c'est plus complexe, c'est très simple aussi à appréhender, mais c'est quelque chose qui n'a pas vraiment autant de valeur que les supports et résistances. Moi par exemple, les trendlines, les lignes de tendance en français, on a fait déjà des vidéos sur la chaîne et que je me suis expliqué dessus, pour moi c'est du bullshit, hein. C'est quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur. On avait fait une vidéo sur notre avis sur les trendlines. Pour moi, les supports et résistances, ce sont des niveaux horizontaux. Et pour la plupart des traders, hein, les traders tradent des supports et résistances horizontaux parce que ça correspond à un niveau de prix. Donc ce support alors cette résistance maintenant et cet ex-support, ça représente un niveau précis, 1,4614. Alors vous voyez, je pourrais le mettre ici et c'est plus un 46,14, ça serait un 46,26. Donc c'est pour ça que d'une manière générale, et c'est une habitude à prendre et que la plupart des traders particuliers font, c'est qu'on ne trade pas une ligne. Parce qu'on la place où la ligne? Est-ce qu'on la place au bout de cette mèche? 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 Où on pourrait la placer? C'est un peu complexe. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a
il n'y a qu'un seul niveau très précis, on pourrait le placer, qui serait vrai. Et donc, si on le place ici, c'est faux. Si on le place ici, c'est faux. Mais quelle serait la vérité dans le placement de ce support résistant? Ça serait compliqué un petit peu. Ça admettrait également que le prix a une précision à 100%, que le prix a une précision extrême, sauf que, comme je vous l'ai dit, le prix, c'est un petit peu d'incertitude, beaucoup d'incertitude. Le prix a une évolution chaotique, le prix ne répond pas à certaines exigences, donc on ne peut pas le placer à un niveau ultra précis. Donc généralement, on ne va pas placer des lignes, on va placer des zones. Ça admet un peu plus d'imprécision de la part du marché. Donc, on aura une zone. Alors la zone, il y a plein de manières. Il y en a qui prennent les bouts des mèches, le bout du corps, la première mèche, le dernier morceau du corps. Bref, il y a plein de manières. Moi, avec l'habitude, on les trace. Voilà, j'ai pas une méthode ultra précise pour les tracer. Je veux que ça regroupe mes niveaux importants et voilà, moi ça me suffit. Donc voilà, là on a plus ou moins une zone, donc une certaine imprécision, et c'est normal parce qu'on ne peut pas demander une précision au micro-pips près du prix, ça n'aurait pas de logique. Donc voilà, ça c'est une résistance, et donc maintenant, une prochaine fois qu'on fera une impulsion, peut-être pour aller revoir ce niveau-là, on aura peut-être du mal à le casser, à le rompre. Ce qui est important de comprendre, que c'est une fois qu'on l'a cassé, faut pas penser que le niveau n'a plus de valeur. Ici on a cassé ce support, et le niveau a gardé de sa valeur. La preuve, on est venu retoucher cette zone ici. Donc support résistance, c'est la même chose. Il peut y avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une inversion des rôles. Un support peut devenir une résistance et une résistance peut devenir un support. C'est pour ça qu'il y a plein de manières de les appeler. Il y a des gens qui les appellent les zones de polarité, les niveaux clés, les supports, les résistances. On peut les appeler un petit peu de toutes les manières et je pense pas qu'il y ait une manière. Alors le support résistance, c'est vraiment l'expression que la plupart des gens utilisent. Donc en gros, un support, c'est une zone sur laquelle les prix se heurtent lors d'un mouvement baissier. On a un mouvement baissier, le prix se heurte à une zone. Mouvement baissier, bref, les prix se heurtent à une zone. Et puis la résistance, c'est l'inverse. C'est une zone sur laquelle les prix vont se heurter lors d'un mouvement haussier. Donc on a un mouvement haussier et boum, le prix s'arrête ici. Alors on va voir qu'il y a plein de types de supports et de résistance. Et puis il y a plein de pièges autour des supports et résistance. Il y a plein de types parce que il n'y a pas qu'une manière. Alors là on a vu un support et résistance qui est ultra visible sur le prix. Il y en a d'autres. Ici, toute cette zone-là, on voit que c'est une zone également assez visible sur le prix. Il y a des zones qui sont plus visibles que d'autres. Ça, c'est une certitude. Quand on voit deux mèches extrêmement isolées, ici, bien évidemment, quand on est réarrivé, quand on est venu retravailler avec un mouvement haussier sur cette zone-là, on savait que le bout de cette mèche, alors on aurait pu le casser, on aurait pu le rompre sans aucun problème. Mais on sait que quand on est approche, il y a une sensibilité quand même. Parce qu'on voit que c'est un point isolé, on voit que c'est une zone extrême, donc forcément il y a une sensibilité. Donc ça, c'est des supports résistance qu'on remarque facilement. Mais après, on va voir qu'il y a plein de types de supports résistance différents. Alors, j'ai pas toutes les idées, parce que même moi, je pense qu'il y a peut-être des traders qui vont me dire, mais moi, je trace les supports résistance comme ça, je les remarque avec ça, et des trucs que j'aurais peut-être jamais ou quasiment peu entendu, donc il y en a plein. Mais je vais vous citer les principales manières d'établir et de remarquer les supports résistance. Alors, ce que je voulais dire aussi sur les supports résistance, c'est que là, on est en daily. Je les ai remarqués en daily. On peut aller en une minute. En une minute, il y en a. Alors, ça va pas être les mêmes. Ça va être d'autres supports résistance, des supports résistance plus court terme. Mais là, on a un support résistance. Regardez, on a un support qui s'est transformé en résistance par la suite. Ça, c'est une zone de support résistance. Alors, là, on la voit en une minute. Si je me remets en daily, la zone, elle aura pas de valeur. Elle est où la zone? Voilà, elle est ici. On la voit même pas. Voilà, je la agrandis pour que vous la voyez, mais elle est là. Elle est en une journée, donc elle peut même pas faire deux chandeliers. Donc les supports résistance sont comme la théorie de Dow, comme les tendances sont relatifs aux unités de temps qu'on remarque. En une minute, on remarque des supports résistance en une minute, mais par contre, elles sont valables qu'en une minute, ou à la rigueur en 5 minutes. En 5 minutes, on peut encore les analyser, mais plus on monte d'unités, moins elles auront de valeur. Si je me mets en 4 heures, c'est déjà fini. On peut pas interpréter grand-chose de ça. Par contre, on aura de nouvelles supports résistances. Et les supports résistances qu'on voit en 4 heures, en fait, c'est les mêmes supports résistances qu'on voit en daily. Donc, quand il y a une proximité d'unité de temps, on peut remarquer plus ou moins les mêmes supports résistances.
Et puis pareil, il y a une hiérarchisation à avoir entre les supports et résistances. Quand on trade, généralement, on trade rarement sur une seule unité de temps. On ne peut pas dire, moi, je suis un trader de 1 minute. Moi, je suis un trader de 15 minutes. Moi, je suis un trader de 4 heures. Un trader, il trade plusieurs unités de temps. On le verra ça dans une prochaine vidéo. Il y a des styles de trading plus ou moins à court terme. Certains connaissent le scalping, le day trading, le swing trading. Donc il y a quand même des traders plus ou moins court terme, mais même un trader court terme qui trade en 1 minute, il ne va pas regarder que le 1 minute. Alors il va peut-être prendre ses positions en 1 minute, mais il va regarder quand même le 15 minutes ou le 1 heure. Même parfois peut-être le 4 heures en tendance de fond. Un trader, je sais pas, un swing trader, il va trader en 4 heures, mais il va regarder le daily et le weekly aussi. Donc on regarde toujours plusieurs unités de temps. Et imaginons que moi je trade, comme je vous l'ai dit, il est où mon pinceau? Il est là. Moi je trade en 1 minute, en M1. Je vais quand même regarder aussi les zones et les mouvements un peu plus long terme de fond, pour que je puisse m'associer avec les mouvements de fond. Donc je vais regarder aussi peut-être le M15 et également le H1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes positions en 1 minute, mais je vais regarder mon M15 et mon H1. Donc j'aurai des zones que j'aurai élaborées en H1, j'aurai des supports et résistances en H1, j'aurai de nouveaux supports et résistances en M15 et j'en aurai d'autres en M1. Mais par contre, je vais leur donner une valeur. Le support et résistance que je vais remarquer en H1 aura plus de valeur. Alors comment je peux faire aura une valeur supérieure au support et résistance là. Et celui-là sera supérieur à celui-là. Il aura plus de valeur. Parce qu'en M1, c'est l'unité de temps la plus faible. Donc dès qu'on monte d'unité de temps, ça n'a plus vraiment de valeur. Donc une zone de M1, elle peut être tradée qu'en M1. Une zone de M15, elle peut être tradée qu'en M15 ou dans les unités de temps inférieures. Une zone de H1 peut être tradée que en H1 ou dans les unités de temps inférieures, mais pas dans les unités de temps supérieures. Donc, on peut très bien tracer plusieurs zones. Par contre, on donnera une certaine priorité aux unités de temps aux supports et résistances les plus élevés. Du coup, en 1 minute, voilà, on aura peut-être plusieurs types de supports résistance, de plusieurs couleurs. Là, par exemple, on peut mettre les rouges. On aurait pu mettre les rouges en H1. En M15, on mettrait les vertes. Et en M1, on mettrait les bleus. Et puis, on dirait que les bleus ont moins de valeur que les rouges, qui elles-mêmes ont moins de valeur que je ne sais plus quelle couleur j'ai donné, mais vous avez compris. Donc, on hiérarchise l'importance des supports et résistances, et c'est vraiment important de le faire. C'est comme la théorie d'eau, mais c'est comme un petit peu tout, finalement. Tout ce qu'on va voir en analyse technique, il y a une hiérarchisation dans les unités de temps. Plus on monte là, moins entre guillemets ça a d'importance. Mais du coup, vous avez peut-être une question qui va venir et qui serait légitime. Si vous êtes en 1 minute, du coup, autant regarder ce qui a le plus d'importance, c'est-à-dire le monthly ou le weekly. Alors non, parce que ça devient trop abstrait quand on monte d'unité de temps. C'est-à-dire en 1 minute, j'ai quasiment aucun lien à faire avec le monthly. C'est-à-dire qu'en 1 minute, il faut un nombre de chandeliers gigantesque pour faire le monthly. Donc, des supports et des résistances en 1 mois, il y aurait une amplitude beaucoup trop grosse. Je vais vous montrer. Ça. Alors, je vais supprimer un peu tout ce que j'ai écrit. Vous allez voir qu'en fait, alors là j'ai pris vraiment l'exemple le pire, le 1 minute avec le monthly, j'ai pris vraiment les deux niveaux les plus éloignés. Mais on va voir, mettons ce niveau-là, quoi. On dit voilà, là il y a un niveau ici, on l'a travaillé ici, bref. C'est juste pour l'exemple. Je vais aller en 1 minute. Alors je vais faire une zone en fait, ça va être plus simple. Boum. Voilà. On l'a travaillé là, là j'ai une zone, elle paraît pas si grosse que ça en monthly. Alors même, elle est quand même un peu grosse. On va la réduire un peu. Donc là, elle a une amplitude normale, mais en 1 minute, on ne peut rien faire de ces zones-là en fait. Parce que regardez, le prix est comme ça, déjà elle est éloignée, et puis une fois qu'on est dedans, il y a une amplitude beaucoup trop grosse. Quand est-ce qu'on est dedans, quand est-ce qu'on considère qu'elle est cassée, c'est une amplitude de combien de pips, de 60 pips. C'est peut-être l'amplitude qu'on va faire en une journée en M1. Donc on n'a pas grand chose à faire en fait sur ce genre de support résistance. C'est beaucoup trop abstrait, c'est trop éloigné. Un support résistance monthly n'a pas vraiment de sens en 1 minute. Alors on va regarder quand même des unités de temps supérieures, mais qui ont un lien. Le 15 minutes, le 1 heure, pourquoi pas le 4 heures. Après au-dessus ça va devenir un petit peu plus incohérent. Si on trade en 4 heures, on va regarder le daily.
et potentiellement le weekly aussi. Si on est en 1 heure, on va regarder le 4 heures et le daily. Faut qu'il y ait quand même une cohérence dans l'ordre de grandeur. C'est important de garder une cohérence, sinon après, comme je l'ai dit, il n'y a plus vraiment de lien. Les choses sont trop abstraites, on ne peut plus en tirer grand-chose. Mais ça, c'est valable pour les supports résistance, pour la théorie d'eau et puis pour toutes les autres notions dont on parlera un peu plus tard. C'est bien hiérarchisé, mais il faut garder quelque chose quand même qui a un lien et qui a une cohérence. Donc si on va sur une unité de temps beaucoup trop abstraite et on se dit moi je prends le monthly parce que plus l'unité de temps est importante, plus elle a d'importance, plus l'unité de temps est conséquente, plus il y a d'importance, au final on est dans quelque chose de trop abstrait et d'ininterprétable, quoi. On peut rien faire. Donc voilà, les supports et résistances, inversion des rôles, ça on l'a vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire comme support résistance? Quels sont les différents types de support résistance? Alors premièrement, il y a les supports résistance classiques, celles qu'on voit à l'œil, qu'on voit avec l'habitude. Voilà, là il y en a une. Vous voyez, là il y en a une, voilà, celle-ci, boum. Hop, on la réduit un peu pour qu'il y ait une cohérence, mais voilà, ça c'est une zone et elle se voit. Donc ça, c'est des zones de support résistance. Ensuite, il y en a plein d'autres. Donc support résistance, on va dire plus ou moins classique. On peut prendre d'autres types de support résistance. Donc il y a ceux qu'on voit à l'œil nu premièrement, il y a ceux, qu'on voit à l'œil nu, vous m'avez compris, ceux des points extrêmes, des sommets et des creux extrêmes qui ont été travaillés plusieurs fois. C'est ce qu'on appellera des supports résistance, mais ensuite on peut avoir par exemple le plus haut, le plus bas de la semaine précédente, donc les deux zones extrêmes de la semaine précédente ou du mois précédent ou de la journée précédente si on trade à court terme. Donc vous voyez, ça c'est la semaine précédente et les deux zones extrêmes, il y a celle-ci qui a d'ailleurs été retravaillée dans la semaine. Donc ça c'était une zone. Alors, quel trait je vais prendre? Je bégaye pour choisir un trait. Voilà, on avait cette zone-là. Et ensuite, le niveau le plus haut, c'était le niveau d'ouverture de la semaine. Mais ça, c'était le niveau le plus haut de la semaine précédente. Donc ça, c'est les deux niveaux les plus hauts. Et ces niveaux-là ont une importance. C'est des niveaux qu'on retravaille par la suite. Et on peut faire ça chaque semaine. Donc chaque semaine, il y a les plus hauts et les plus bas de la veille. On peut faire ça au mois. Il y a les plus hauts et les plus bas du mois précédent. Ou de la journée précédente, comme je l'ai dit. Ou de l'année précédente. Donc là, par exemple, c'est l'année 2020, c'est les plus hauts et les plus bas de l'année 2020. Donc je me suis mis en daily, parce qu'en 1 minute, ça n'aurait pas de sens. Et donc là, on a le plus bas de l'année 2020. Et là, on a le plus haut qui est ici. Bon, d'ailleurs, là, on est venu le retravailler la même année. Là, on est sur, plus ou moins, on est venu travailler plusieurs fois le niveau le plus bas de 2020. C'est un niveau qui a de l'importance, qui a du mal à être rompu, parce que quand on passera sous ce niveau-là, il y aura une certaine signification. C'est un niveau où on n'est pas allé plus bas depuis avril 2017. Donc, j'ai trafiqué un peu mes traits. Donc, c'est des niveaux qui ont de l'importance. Donc ça, c'est d'autres types. Ensuite, ce qu'on pourrait voir également, c'est les niveaux ronds. Vous voyez, on a fait des vidéos et j'ai pas envie de vous perdre parce que les supports résistance, c'est vraiment une notion. En une vidéo, c'est difficile de tout dire dessus et ça a fait l'objet de plein de vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, après cette vidéo, si vous voulez vraiment en apprendre plus, que vous avez tout compris et que vous êtes resté un peu sur votre faim sur ces explications-là, rien ne vous empêche d'aller fouiller un petit peu les autres vidéos qu'on a fait sur cette chaîne en rapport avec les supports résistance. Mais il existe aussi donc voilà, des supports résistance de niveau rond qu'on appellera des supports résistance institutionnels. Donc les niveaux ronds, ça peut être tous les 100, tous les 500 points. Je vais vous expliquer pourquoi ça a de l'importance. Donc, je vais les tracer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le niveau le plus proche, 1,4300. Voilà. On va en mettre d'autres. Boum, boum. 1,4400. On va mettre 44. Hop. On va mettre 1,45. Donc ça, ce sont des niveaux qui ont une certaine importance parce que quand on arrive à proximité de ces niveaux-là, ce sont des niveaux en fait où on les appelle les niveaux ronds ou les niveaux institutionnels parce que les institutionnels aiment beaucoup travailler sur des niveaux ronds quand ils ont besoin de rentrer fortement sur le marché. Et généralement, ils attendent un 44, un 43, un 45, ils attendent des niveaux ronds et ils n'achètent pas en plein milieu de zones non institutionnelles. Ils achètent rarement un 44,29, un 44,28, un 44,17.
Ils attendent d'être plus ou moins à proximité de ces zones-là pour atteindre leurs objectifs et pour rentrer en position. Donc c'est des zones très travaillées de la part des institutionnels, ces zones de niveau rond. Alors ensuite on peut faire également avec un peu plus d'importance de 5 en 5. Donc là j'ai fait tous les 100 points, enfin tous les 100 pips parce qu'on est sur le Forex, mais j'aurais pu faire tous les 500, donc 1,45, ensuite 1,40, beaucoup plus bas. Là on a 1,41, très précis, hein. On a une zone extrême et c'est pile 1,41. 1,40 ici, hein, donc tous les 500 points, donc on aurait 1,40 ici, 1,45, 1,50, 1,55, mais bon, là faut trader en daily ou en 4 heures pour trader toutes ces zones de 500 points, sinon on les voit moins souvent. Donc voilà, il y a tous les 500 pips, tous les 100, alors tous les 100 c'est ce qu'on voit le plus souvent, et puis ensuite un peu plus court terme, tous les 50 pips. Si on trade en 15 minutes, on peut s'intéresser aux zones toutes les 50 pips, donc 1,40, 1,44, 1,44,50 ici. D'ailleurs, hein, il y a une réaction. 1,45, 1,45,50. Donc des zones vraiment de niveau rond. Ensuite, en dessous, les 50, moi, j'y vois pas trop d'utilité personnellement. Il y en a qui vont aux 20 et 80, mais moi, je m'arrête tous les 50 pips pour le plus court terme. Sinon, c'est tous les 100, tous les 250 ou tous les 500 pips. Et c'est des zones qui sont vraiment remarquées de la part des institutionnels. Donc, il y a, je le disais, les supports résistances de zone extrême, sommet creux, zone institutionnelle, le plus haut, le plus bas d'une période précédente. Mais après, il y a même des indicateurs techniques. Donc, par exemple, on peut rajouter les points pivots. Hein. Les points pivots, c'est un indicateur technique qui va nous mettre en relief des zones. Donc, je vais retirer mes autres zones. Et là, on a des zones. Ces zones, elles répondent à un calcul précis. Hein, donc, on verra quand on parlera des indicateurs techniques. Les indicateurs techniques, ce sont des représentations graphiques qui viennent d'un calcul mathématique. Et donc, là, on a les points pivots. Donc, on a le point pivot ici, la résistance 1, la résistance 2, la résistance 3 au-dessus. Et on en a d'autres, mais bon, généralement, on s'arrête au R3. Et en dessous, on a le support 1, le support 2 et le support 3. J'ai oublié d'enlever cette zone. Et puis ça va être recalculé. Alors soit on a des points pivots weekly qui sont calculés toutes les semaines, soit c'est daily, ils sont calculés tous les jours, soit monthly, ils sont calculés tous les mois, soit annuellement même, on peut aller plus haut. Donc voilà le calcul, daily, weekly, mensuel, trimestriel et même à la dizaine d'années. Hein. Donc ça c'est mensuel par exemple, et tous les mois on va le refaire. Donc là, le 1er du mois, 1er février, 1er janvier, et ainsi de suite. Le calcul est refait. Et donc, on a ces zones-là qui ont une certaine importance. Donc là, on a le pivot, le R1 de ce mois qui a été travaillé à plusieurs reprises, par exemple. Donc, vous voyez, il y a plein de types de zones. Il y a plein de types de zones via des indicateurs techniques calculés automatiquement ou alors qu'on remarque directement sur le prix. Et les niveaux de support et résistance vont, tout comme la théorie d'eau, influencer énormément les mouvements du prix. Quand on arrive d'un support et résistance importante, les opérateurs deviennent frileux et donc forcément, il y a un rapport de force qui peut s'inverser. Et ça, c'est important de le comprendre. Le rapport de force peut s'inverser. Ici, on était à ce niveau-là, on est revenu dessus. Donc là, les vendeurs avaient la main. Les vendeurs avaient une certaine puissance à ce niveau-là. Mais le rapport de force s'est inversé quand on a approché de cette zone-là. Pareil, on est remonté un petit peu, impulsion, correction, impulsion, mais quand on est revenu sur ces niveaux-là, on voit qu'il y a eu pas mal de mèches, il y a eu vraiment une certaine imprécision, une certaine émotionnalité à ce niveau-là, et le rapport de force inverse. Donc là, les vendeurs ont la main et les acheteurs reprennent la main. Donc on a des turnovers qui sont importants sur ces zones-là. Donc vous voyez, là, je suis en 4 heures, hein, on a des turnovers encore plus importants. Ici, on voit bien qu'il y a eu un changement drastique de main entre ce mouvement-là et celui-là. Et ça s'est fait sur une zone importante. Alors, waouh, le trait est extrêmement mal tracé, mais ça s'est fait ici. Et donc ça, c'est des zones importantes. Pareil ici, et donc on peut en remarquer partout. Là, il y en a. Le piège, comme je le disais un peu auparavant, donc ici, hein, que ça s'est travaillé là, le piège, c'est d'en tracer trop. Et donc ça, bon, je ne vais pas rentrer trop dans des notions un peu trop poussées au niveau des supports résistants. C'est des choses qu'on a abordées pour nos élèves dans notre programme de formation.
comment épurer nos graphiques et comment tracer les bons supports résistance, quel choix faut faire. Ça, c'est des choses qu'on a vraiment abordées dans notre programme de formation, et c'était important d'aborder cette notion-là parce que le piège, c'est ensuite de tracer un petit peu tout et n'importe quoi. Parce qu'au final, et ça c'est un piège dans lequel on peut tomber, c'est que si je trace des traits au hasard, je trouverai certainement un moment, un endroit que je pourrais interpréter comme un support résistance. Donc regardez, là je fais ça au hasard et boum. Bon, là j'ai fait un peu haut, mais vous voyez, je peux trouver une interprétation. Ici on est venu le taper, on est venu travailler ici, et donc je peux trouver des interprétations ici. Et donc si je trace tout au hasard et que j'en trace un peu à tous les niveaux, là, et au final, j'aurai un graphique ultra encombré et je pourrais prendre aucune décision. Parce qu'à chaque fois que j'approcherai d'un niveau de support résistant, je me dirais, là on a une psychologie particulière, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, quelle stratégie je dois mettre en place, et là on va se complexifier les choses. Donc oui, il faut tracer des zones de support résistance, parce que tout trader traite des zones de support résistance, mais on doit faire des choix, et on doit savoir lesquels travailler en fonction de nos stratégies, en fonction de ce qu'on trade, est-ce qu'on trade des ranges, des suivis de tendance, de la contre-tendance, en fonction de ce qu'on fait, on doit faire des choix. Donc le but, c'est pas de tout tracer, hein. Déjà je vous ai élaboré qu'il y avait plusieurs types de support résistance. Il y a des supports résistance institutionnels avec des indicateurs techniques, et encore je vous ai pas tout dit, hein. Il y a des supports résistance avec les order blocks, il y a des supports résistance avec encore d'autres indicateurs que les points pivots. Des supports résistance, il y a vraiment plein de manières de les voir. En gros, ce sont simplement des niveaux clés qui sont importants pour les acteurs sur le marché et qui sont des possibles zones de turnover pour le prix, en fait, pour les gens qui maintiennent le prix. Donc il y a plein de manières de les utiliser et il faut faire attention. Les zones de support résistance, ça peut parfois être également lié au fondamental, hein. Parfois on va aller très haut à un niveau suite à une nouvelle, et donc on va faire une zone extrême, et on sait que suite à ce niveau on était allé très haut, et par exemple le meilleur exemple pour illustrer ça, je reviens toujours à la crise du Covid parce que ça parle à tout le monde, même aux gens qui n'étaient pas sur les marchés et qui ont peu d'intérêt sur les marchés, mais ça parle vraiment facilement à tout le monde. Boum. Donc là, ce qui se passe, comme je vous l'ai dit, février 2020, le marché crash. Donc ça, c'était le plus haut. Là, on était vraiment sur un niveau extrême, hein, sur un niveau haut. Le marché crash jusqu'à ce niveau-là. Et donc, on a deux zones extrêmes. On a le début du crash et la fin du crash boursier. Donc, on a cette zone-là, ici, et on a cette zone-là. Alors, cette zone, on n'est jamais venu à la retravailler, mais si dans le futur, on revenait à des marchés qui seraient mal en point, hein, qui se recracheraient, cette zone-là serait une zone importante parce que c'était le bout du crash du Covid. Donc c'est lié à un événement fondamental, c'est lié à un événement majeur mondial, et donc ça a quand même un petit peu même beaucoup d'importance. Pareil ici, là on avait le plus haut de la crise, le plus haut, pardon, juste avant le crash de février 2020. Donc on était vraiment sur une zone extrême. Ensuite, on a des marchés qui ont crashé, qui se sont repris. Et quand on est arrivé aux abords de ce niveau-là, on a eu un petit peu de mal dans un premier temps à le casser. Et ça a pris une quinzaine de jours. Et c'est totalement normal. Donc voilà, le Dow Jones, c'est la même chose. Le crash a eu ici. Et d'ailleurs, là où il s'est arrêté sur une zone sur une ancienne zone de résistance. Il s'est arrêté ici. Une zone qui avait été travaillée pendant plusieurs temps dans une période passée. Donc cette zone-là a également de l'importance. Et elle en a d'autant plus qu'on est venu s'arrêter ici. Donc si on venait retravailler, qu'un jour on reviendrait sur ces niveaux-là, ça serait une zone qui ne serait pas négligée non plus. Alors on voit que les marchés s'est très bien repris, peut-être un peu trop, mais ces zones-là ont de l'importance. Donc c'est lié parfois à des événements fondamentaux, ça peut être lié à plein de choses. Mais néanmoins, y a quand même une sensibilité pour les acteurs sur le marché. Et comme je vous l'ai dit, plus on est sur des unités de temps hautes, plus ça a d'importance parce que plus les gens également en ont connaissance. Ce niveau-là, en weekly, le bout du crash du Covid, c'est une zone que tout le monde arrive à repérer facilement. Par contre, en une minute... le plus haut, le plus bas de la veille en une minute, à part les traders court terme, tout le monde s'en fout. En une minute, cette zone-là ou cette zone-là, tout le monde s'en fout. On s'en fout de ces zones extrêmes.
En une minute, elles ont de la validité que pour la journée ou pour que quelques jours, mais elles n'ont pas une grande validité dans le temps. Généralement, même pas au bout de 2 jours, c'est fini, hein, on s'en fout. Donc cette zone-là, en une minute, qui est une zone extrême, on n'y prêtera pas d'attention dans 2 jours. Donc c'est pour ça qu'on dit que plus on monte d'unités de temps, plus elles ont d'importance, et donc c'est important de hiérarchiser ça dans sa tête et pas de donner la même importance à tous les supports résistance. Après, ça va de soi, hein, je pense que vous le comprenez assez facilement. Donc voilà, ça peut être plein de types. Par exemple, sur le BTC, le plus haut historique, c'est une résistance. Et je pense que ça va de soi aussi à comprendre. Donc là, je suis sur le BTC. Donc l'ATH, le all-time high, donc le plus haut historique, ça a une importance extrême. Donc là, le plus haut historique, il est à ce niveau-là. En fait, c'est cette zone-là. Si on revient sur ces niveaux-là, bien évidemment qu'on aura du mal à le casser dans un premier temps. Comme l'ancien ATH qui était ici. Donc ici on a la bulle de 2017, la fin du bull run de 2017, on s'est arrêté aux alentours des 20 000. D'ailleurs, c'est pas pour rien, on s'arrête aux alentours des 20 000. Les 20 000, c'est une zone de niveau rond, c'est une zone psychologiquement qui a de l'importance. Les 20 000, c'est un niveau rond, c'est une dizaine, c'est une tranche vraiment importante. Les 10 000, les 20 000, les 30 000 sur le BTC, ça a vraiment pas mal d'importance. Donc on s'est arrêté sur les 20 000, on n'a pas réussi à aller au-delà. Et quand on est revenu 3-4 années dessus après, ça s'est ressenti. Le bull run était lancé, mais on a pris quasiment 1 mois ou 3 semaines avant de le casser. Étant donné que on savait qu'on était aux 20 000, qu'on était sur le niveau le plus haut, qu'on s'approchait de cette zone-là, et donc on a fait tout simplement une petite consolidation avant de le casser à ce niveau-là. Hein. Donc le marché a été un peu en range pendant cette période-là, avant de le rompre et puis ensuite de partir. Mais le marché avait cette mémoire-là. On savait qu'on était sur la TH. Et d'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde parlait, on est au niveau de la TH, on est sur cette résistance-là, est-ce qu'on va le casser ou pas? Au final, oui, on a eu assez de puissance et le bull run était déjà lancé, mais néanmoins, ça a marqué 3 semaines de pause pour le BTC. Donc voilà ce que je peux dire sur les supports résistants. Je pense que vous comprenez mieux. Hein. C'est des zones de grande sensibilité pour les acteurs sur le marché. Plus on monte, plus les gens le voient, plus il y a de sensibilité. Après, on ne peut pas tous les tracer. Il faut faire des choix. Et ça va dépendre de la stratégie de trading qu'on va choisir, pour laquelle on va opter. Donc tout ça, on le verra un peu plus pour les personnes qui veulent s'intéresser. Donc tout ça, pour en savoir un peu plus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et regarder également ce qu'on sort sur cette chaîne, parce qu'on en a parlé plein de fois. Alors je sais pas si je referai d'autres vidéos sur les supports résistance, parce que sur les 3 dernières années on a déjà fait pas mal de vidéos. Et puis après pour les personnes qui veulent aller plus loin et mettre en place vraiment une stratégie de trading et donc savoir quel support résistant choisir, ça se passe dans notre programme de formation qui est dans la description si vous voulez plus d'informations là-dessus. Donc voilà, je vous ai fait un petit cours sur les supports résistants. C'est vraiment une notion fondamentale. C'est une notion qui régit l'évolution du prix. Hein. Donc on a la théorie de dos, que vous connaissez. Alors je vais me mettre en logarithmique, mais voilà, on est sur le BTC. Théorie de dos, je vous rappelle, des sommets, des creux de plus en plus haut. Boum, ça fait un petit rappel, c'est pas de mal. Voilà, des impulsions, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et donc ensuite, on a un marché en range. Un marché boum, 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 boum. Donc voilà, ça c'est la théorie de dos. On a des zones extrêmes, donc les supports résistance ici, on a une support résistance importante. Ici, on a un niveau de support qui peut devenir niveau de résistance par la suite, qui l'est devenu d'ailleurs. Résistance qui redevient support, bref. Voilà tout ce qu'on a vu en analyse technique pour l'instant. Encore une fois, c'est une formation débutant, donc si c'est des notions que vous maîtrisez, il n'y a pas à être déçu de ces types de vidéos-là. C'est juste que si vous voulez du contenu un peu plus approprié pour vous, ça se passe sur d'autres vidéos dans notre chaîne YouTube ou alors dans notre programme de formation. Donc c'est totalement normal. Je parle vraiment dans cette formation pour débutants. Je parle vraiment à des débutants, à des gens qui ne connaissent pas et qui veulent tout simplement apprendre, mettre un premier pas en trading. Prendre un premier pas en trading, c'est vraiment mon objectif, notre objectif chez Bourse Profit. Donc on ne veut pas recevoir trop de commentaires, oui mais tu aurais pu parler de ça, tu aurais pu voir ça, t'as pas été complet. C'est également ma volonté de ne pas l'être, parce que si j'aborde toutes les notions à 100%, forcément pour comprendre, pour les débutants ça peut être un petit peu décourageant, donc c'est pas vraiment le but.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à mettre un commentaire pour le référencement. Vous pouvez aussi, et je vous invite fortement à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo de cette formation de trading pour débutants qui aura lieu vendredi prochain. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment prendre le trading comme quelque chose de professionnel, qui peuvent leur apporter des revenus complémentaires, voire même en vivre à plus long terme, je vous invite à tout simplement vous renseigner sur notre programme de formation parce que c'est ce dont on traite, tout simplement. On a déjà pas mal d'étudiants qui sont très satisfaits du travail qu'on fournit. C'est une formation qui est quand même un peu longue, qui se déroule en plusieurs semaines avec un accompagnement sur un forum où vous pouvez poser toutes les questions et toutes les incompréhensions que vous rencontrez. Donc si vous voulez vous renseigner, c'est dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.